Merci, Monsieur Mahfoudi. Donc, à mon tour, je remercie Monsieur le professeur Belkhadir. Il est dans l'autre salle. Donc, je le remercie énormément de nous avoir réunis aujourd'hui. Et je me réjouis encore une fois d'être dans ce panel familial, soudé par des liens en fer, pour présenter en quelques slides le fer, le cycle de vie et ce qu'on prévoit et ce qu'on aimerait faire à l'échelle nationale pour venir à fin de cette épidémie. Alors c'est vraiment extraordinaire lorsqu'on voit ce que considère le fer dans notre corps. La quantité du fer dans notre corps entier, c'est vraiment 4 à 5 grammes, c'est la taille de ce clou. Mais on en parle aujourd'hui, on aurait pu en parler toute la semaine. C'est quelque chose d'extraordinaire et d'extrêmement important pour la santé et au cours et au long du cycle de vie, à tel point que la recherche est encore fervente en ce qui concerne la question du fer et santé. Oui, il y a très peu de fer dans le corps humain, mais on ne peut lister son importance de par tous les domaines dans lesquels il est impliqué pour la santé de l'être humain à travers le cycle de vie. Il a un caractère ubiquitaire dans l'organisme, il est pratiquement dans toutes les interventions de constitution de différents chantiers au niveau des cellules humaines, l'hémoglobine, la myoglobine, les enzymes qui jouent un rôle très important dans de nombreuses réactions métaboliques, et surtout, et c'est quelque chose de fondamental pour nous tous, mais pour moi, en tant que pédiatre et néonatologiste, il intervient dans l'utilisation de l'oxygène par les enzymes de la chaîne respiratoire des mitochondries et donc la production de l'énergie. Lorsqu'on sait le rôle important de ceci pour le cerveau en développement, on comprend l'intérêt du fer à l'origine de la vie, et je reviendrai sur ce point. Effectivement, donc très peu mais très important, c'est un atome central des enzymes régulateurs de la production de neurotransmetteurs également et de la transcription de certains ARN messagers. On a compris, à partir du moment où on a découvert ça dans les études faites chez l'animal, le rôle primordial de ce fer-là pour le cerveau en développement. Et là, ça explique vraiment le rôle majeur, nocif, de la carence en fer, notamment chez le cerveau en développement. La carence peut donc influencer le métabolisme du tissu en division et compromettre les fonctions cognitives ainsi que la croissance des enfants et des adolescents. Et on croyait, il y a quelques années, que ceci va intéresser le nouveau-né à partir du jour J de sa naissance. Aujourd'hui, on sait que cette interférence avec le cerveau en développement intéresse déjà le fœtus. Et c'est quelque chose de primordial. Je ne vais pas vous faire tous l'injure, experts que vous êtes du fer, de parler du métabolisme, du fer et de la physiologie, mais très rapidement pour vous dire, c'est un véritable circuit fermé. C'est dire toute la valeur de ce nutriment pour le corps humain qui fait tout pour le capter, pour le distribuer, pour le recycler, pour le retenir, parce que très peu de fer est éliminé par le rein. Et vraiment une quantité infinitésimale qui va être éliminée pour le rein. Et même le fer qui va être produit à travers la destruction des globules rouges, il est recapté par les macrophages pour qu'il soit de nouveau recyclé, redistribué, et dire toute l'importance de sa circuiterie pour le corps humain. Des définitions pour qu'on puisse tous parler de la même chose. L'OMS a défini la carence en fer, et donc l'anémie, par tranche d'âge. Vous voyez que plus on est vers les limites de vulnérabilité, plus on peut admettre des chiffres bas, mais il ne faut pas en descendre, il ne faut pas descendre en deçà. Et quelque chose qui nous interpelle également particulièrement, c'est l'anémie chez la femme enceinte. Je parlais tout à l'heure du fer pour le fœtus, et bien justement, parce que chez la femme enceinte, la carence en fer a des répercussions graves, aussi bien pour sa santé, donc pour la grossesse, que pour son fœtus, et donc son nouveau-né à naître et l'enfant qu'il sera plus tard. Et vous voyez qu'il y a des définitions qui sont maintenant consensuelles concernant les différents stades de grossesse, concernant les différents trimestres de grossesse, qui doivent être des données connues de tous pour pouvoir agir à temps
et agir convenablement. Le fléau est mondial. La carence en fer est un problème qui intéresse la planète à des degrés variables, du plus concentré au moins concentré, l'intensité des carences en fer et des anémies par carence martiale. Nous voyons que le Maroc est dans le milieu. Nous espérons par toutes les actions conduites qu'on puisse pâlir et changer de couleur vers le pâle. Et donc c'est le souhait et l'intérêt de toute la recherche ici présente. Je reprends la slide de Mme Amani que je remercie, il l'a filée hier, pour reconcentrer sur ce qui nous intéresse. 31% des enfants marocains âgés de moins de 5 ans sont carencés en fer, 37% chez les femmes enceintes, 32% chez les femmes en âge de procréer. C'est dire l'alerte, et dire l'urgence, et dire la nécessité d'agir et de réagir parce qu'on ne peut tolérer ces chiffres. Et à travers là, je vais réagir et donc intervenir au niveau des différentes stations de la vie. Je vais commencer par la première cible vulnérable qui est la femme enceinte. Effectivement, la carence en fer chez la femme enceinte est une réalité. Et lorsqu'on veut un petit peu analyser ce qui se passe chez la femme enceinte particulièrement, nous nous rendons compte que malheureusement lorsque la grossesse survient sur un terrain précaire, est déjà carencée, eh bien, si on ne fait rien auparavant, le fait que la femme démarre sa grossesse ainsi, le fait qu'il multiplie ses grossesses, le fait que l'intervalle intergénésique, c'est-à-dire entre les deux grossesses ou les grossesses successives, soit court, ceci va engager des pertes en fer très importantes, avec malheureusement en plus l'apport indéniable et négatif des conditions de vie, des conditions socio-économiques qui vont faire que la consommation de fer n'est pas adéquate ou qu'elle ne consomme pas le bon fer, et bien l'agrégation de tous ces facteurs va aboutir à la carence en fer chez la femme enceinte. Nous nous sommes intéressés à cette question dans de nombreux travaux de recherche, dans notre équipe de recherche, et je vais partager quelques données avec vous. C'est un travail de PhD qui est en cours de soutenance. Et je remercie la doctorante qui a conduit ce travail. Et je remercie ici dans la salle Mme Fatel Zahra Al-Amiri qui a été son coach pour conduire à terme ce travail. Et nous voyons que lorsqu'on s'intéresse à des femmes anémiées et qu'on s'intéresse au devenir de leur grossesse, on voit que parmi celles qui en anémie, il y a eu de grandes complications de grossesse, parmi lesquelles l'hémorragie de la délivrance et les infections postpartum. On ne vous apprend rien, les évidences sont claires là-dessus, mais démontrons encore, on met le doigt sur le fait que si on veut réduire encore et davantage la mortalité maternelle et néonatale, parce qu'elles sont liées qu'on ne veuille pas, eh bien, il faudrait agir d'abord sur la nutrition et surtout sur la carence en fer, sachant qu'au Maroc, la majorité des femmes meurent d'hémorragie ou d'infection. Donc on peut agir sur les deux composantes en agissant convenablement sur le fer. Et lorsqu'on s'est intéressé à voir ce qui se passe chez leurs bébés, eh bien, regardez, les deux causes majeures de décès néonataux sont l'hypotrophie et le faible poids de naissance au Maroc aussi. Et on voit que chez les femmes anémiées, il y a beaucoup plus d'enfants qui naissent faible poids, il y a beaucoup plus de prématurité. Et donc, encore une fois, en agissant sur ce chantier, on peut réduire les mortalités néonatales et leurs causes. Et dans ce travail, et dans cette partie du travail, nous nous sommes intéressés à l'analyse univariée puis multivariée, afin de voir finalement quels sont les facteurs qui font que ces femmes enceintes au Maroc sont anémiées. Et lorsqu'on a fait l'analyse et on a corrigé sur les différents facteurs confondants, il s'avère qu'il y a deux facteurs essentiels qui se dégagent. Le fait que les femmes soient déjà anémiées avant leur grossesse, et surtout le fait que les femmes soient anémiées dans les grossesses précédentes. Et ceci est très important parce que ça interpelle. Nous avons un programme national, mais pourquoi ça existe encore? Ça appelle à une réflexion. Je vous rappelle les facteurs de risque, et donc ça appelle à la première recommandation que je voudrais échanger avec vous. On a fait beaucoup pour le faire chez la femme enceinte.
Aujourd'hui, Mme Amari a parlé de la nécessité de revoir le programme et je pense qu'il est temps de nous pencher sur cette question-là par des actions pérennes et ciblées qui vont cibler la femme en âge de procréer. C'est tout ce que nous sommes en train de faire, la fortification du dépistage, mais surtout, il faut faire un programme spécifique pour les femmes enceintes anémies en postpartum. On ne doit pas les perdre. On doit les suivre jusqu'à ce qu'on s'assure que leur anémie est réglée et corrigée afin qu'ils ne retombent pas enceintes avec une autre grossesse, avec toujours l'état d'anémie. Donc, en plus des programmes faits, ciblons les actions et spécifions les actions. L'enfant, c'est notre deuxième cible de vulnérabilité. Et bien, chez l'humain, le volume du cerveau double de la première année pour atteindre 80-90% de son volume de l'âge adulte à 2 ans. Heureusement qu'on ne continue pas avec la même dynamique de croissance, autrement on serait des colosses, des géants, autrement ça freine à l'âge de 2 ans. Mais ce qui est extraordinaire, c'est cette fenêtre d'opportunité. Je fais un clin d'œil à une amie qui nous disait « Tu ne vas pas ne pas dire fenêtre d'opportunité », ben je le dis, c'est une fenêtre d'opportunité. Il faudrait absolument qu'on agisse tôt, avant la naissance, mais notamment pendant ces 2 années. Pourquoi ? Parce que dans le système nerveux central, le fer est un cofacteur de nombreux processus métaboliques dans la phosphorylation oxydative, le métabolisme du monoxyde d'azote, la synthèse du neurotransmetteur, et donc tout ce qui est phénomène de synaptogénèse, tout ce qui est phénomène de développement de ramification neuronale, tout ce qui est problème de connexion entre les neurones et de signalisation intercellulaire. Si ceci n'est pas mis en place correctement, eh bien l'enfant va cumuler des retards et aurait des déficits par la suite. Sans oublier que 20%, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, 20% de la consommation d'oxygène dépend de la respiration mitochondriale cérébrale qui, elle, pour produire l'énergie, a besoin d'oxygène, de fer. D'oxygène, c'est sûr, mais de fer surtout. Alors, les carences en fer ont un impact ainsi sur les principales phases de développement cérébral, déjà pendant la vie fœtale, pendant les 2 premières années de vie, mais aussi pendant l'adolescence. Et la carence en fer est fonction du moment de sa survenue, de son intensité, de sa durée. Et lorsqu'on sait que 1/3 des femmes sont carencées, 1/3 des femmes en âge de procréer le sont, 1/3 des enfants âgés de moins de 5 ans le sont, ça craint. Ça craint et on doit être inquiet par rapport aux générations à venir qui vont nous soigner, qui vont soigner nos enfants, qui vont nous éduquer nos enfants surtout. On doit être inquiet et agir et réagir. Il a été montré chez le rat que la carence en fer avait des conséquences sur le développement structurel, sur l'arbosation dendritique, la synaptogénèse entre le 10e et 25e jour postnatal. Et là, c'est une deuxième fenêtre de vulnérabilité pour nous néonatologistes. Nous avons des semaines de vie très critiques après la naissance pendant lesquelles on a l'obligation d'agir. Si on agit bien, si on fait bien, on peut un petit peu redresser ce qui est fait pendant la vie fœtale. Mais si on laisse passer encore cette fenêtre de vulnérabilité postnatale immédiate, les dégâts vont s'accumuler et regardez, ceci va intervenir notamment dans un endroit critique de notre cerveau qui est l'hippocampe, particulièrement impliqué dans les processus d'apprentissage et dans les fonctions mnésiques, ce qui explique que les enfants carencés en fer ont des difficultés scolaires plus tard, aussi bien au niveau de l'apprentissage, au niveau du raisonnement, au niveau de tout ce qui est logique et mathématique. Et c'est quelque chose de fondamental également à garder en tête. Je vous rappelle également ce qu'on appelle les besoins recommandés en fer absorbé, qui est la somme des pertes et des besoins de croissance en fonction de l'âge. Et ceci est très important à retenir également, et ça va varier en fonction du sexe vers l'adolescence. Je vous rappelle également que si on veut arriver à terme de ce phénomène très délétère pour le développement, il faudrait qu'il y ait une agrégation des actions. Nous avons au Maroc un programme de prévention et de prise en charge de l'anémie maternelle. Je vous ai bien démontré qu'il faudrait cibler et revoir ce programme afin de réagir sur les vulnérables. Il faudrait travailler sur la mise en application des recommandations de bonnes pratiques. Nous avons rédigé à l'échelle nationale des recommandations de bonnes pratiques qui existent, mais qui ne sont pas mises en application dans une grande proportion. Et là,
je fais allusion au clampage tardif du cordon. Ça ne se fait dans aucune structure de soins aujourd'hui au Maroc. On doit trouver les outils pour son application. La prévention de l'anémie chez le prématuré. On a également une recommandation rédigée. Mais il y a un souci. Le fer adapté pour sa tranche d'âge n'existe pas sur le marché marocain. La prévention, la diversification alimentaire équilibrée, nous avons également une recommandation. Et là, il y a un grand travail qui est en train d'être fait également. Les laits de croissance, le dépistage de l'anémie et la fortification dont on parle avec l'éducation nutritionnelle. Et donc, ma seconde recommandation est de vous dire qu'il faudrait veiller, c'est-à-dire trouver les outils nécessaires pour l'application des recommandations déjà existantes, avoir à disposition le fer médicament pour la prévention, chez le faible poids de naissance. Il faudrait également travailler sur des actions de dépistage actif de l'anémie chez l'enfant. Et là, il ne faudrait pas rater ces dépistages pendant les stations vaccinales, dans les programmes scolaires. C'est vrai que la PSIE existe, mais je pense qu'il est tellement dilué l'histoire de l'anémie dans la PSIE qu'il faudrait dégager une action dédiée au dépistage et à la prise en charge de l'anémie. Et finalement, discuter la pertinence de la supplémentation cyclique, parce que l'OMS le dit clairement, lorsque nous sommes dans un pays où la carence martiale est à des proportions très importantes, il faudrait discuter la pertinence chez l'enfant âgé de moins de 5 ans ou préscolaire d'une supplémentation cyclique. Cyrielle, Madame Amari, le panel des experts ici présents savent bien qu'on avait discuté lorsqu'on avait revu les programmes de supplémentation, mais pour des contraintes budgétaires, on n'a pas pu aller très loin. Je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant de la réitérer, de réfléchir sur la pertinence de trouver des outils de sa mise en application éventuellement. Le troisième chantier intéresse le troisième domaine de vulnérabilité qui sont les personnes âgées. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je vais très rapidement survoler cette question. Les anémies carentielles, ils sont le tiers des causes des anémies des sujets âgés, ça c'est une évidence scientifique. Ils sont responsables malheureusement de décompensation des comorbidités existantes. Un patient âgé cardiaque, s'il est en plus anémique, sa morbidité va être décompensée beaucoup plus rapidement. Les principales carences à rechercher sont notamment la carence martiale et le saignement chronique sont l'une des principales causes dans le monde. Mais il y a également le problème des apports. Et au Maroc, on n'a pas encore de données pour sa tranche d'âge. J'espère qu'avec l'enquête qui va être menée, on va pouvoir répondre à la question quelles sont les principales causes de l'anémie par carence en fer chez les personnes âgées. Et le traitement va reposer bien sûr sur la supplémentation, mais il faudrait traiter la cause. Et pour moi, pour cette troisième tranche cible de vulnérabilité, nous devons rédiger des recommandations de bonnes pratiques concernant le fer et les personnes âgées, afin qu'on puisse également, dans ces recommandations, parler des actions de dépistage actif de l'anémie qu'on devrait mettre en place chez ces personnes-là et travailler des stations éventuelles dans lesquelles on pourrait faire ces dépistages. Et je pense que c'est un chantier aujourd'hui au Maroc, pays qui est en train de connaître la longévité de vie, voire la longévité de vie en train de s'allonger. Il faut absolument que nous attaquions à ce chantier. Voilà donc le propos que je voulais partager avec vous pour faire un jeu de mots tel que professeur Agner adore. Je vous dis, faisons du fer l'affaire de tous. Merci beaucoup.